Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, Bernard Tapie sur Sud Radio, il avait déclaré 1 an et demi avant sa mort, André Berkoff. C'était sur BFM TV. Il disait: ne cherchez pas à réussir dans la vie, mais battez-vous pour réussir votre vie. Effectivement, il s'est battu toute sa vie, Bernard Tapie. Et ce qui l'intéressait avant tout, André, eh bien, c'était la quête de l'impossible, une forme de boulimie qui l'emmenait plus haut, plus fort, plus loin. C'est ce que raconte son fils aîné Stéphane dans un livre bouleversant, André, qu'il vient de publier donc chez Michel Lafon. On va en parler jusqu'à 14h sur Sud Radio. André Berkoff, vous avez très bien connu Bernard Tapie. Vous avez été donc l'éditeur de son autobiographie et vous avez écrit donc 2 livres sur lui. Oui, enfin Bernard Tapie, on n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler du livre de Stéphane. D'ailleurs que j'aime bien, Comment te dire au revoir, ça rappelle Comment te dire adieu, hein, Françoise Hardy. Ouais. Écrit par Serge Gainsbourg, je rappelle. Enfin, un qui a trouvé la ref. Et simplement, oui, parce que, vous savez, on va parler pendant cette heure de Bernard, de Stéphane, mais c'était un hors-norme. Et moi, je ne me suis jamais intéressé qu'aux hors-normes. Dans tous les sens du terme. Oui, non mais Ouais. dans tous les sens du terme, j'en sais rien. Je veux dire par là qu'il n'était pas dans les passages cloutés. C'est ça qui était très intéressant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, quel que soit qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ou qu'on soit d'accord avec lui ou à ses opinions, c'est quelqu'un qui a toujours vécu, non pas en marge, parce que il me disait un jour, je me rappellerai toujours, il me dit voilà, il faut avoir une jambe dans le système, parce que sinon on fait rien, on est marginalisé. Il faut avoir une jambe en dehors du système, sinon on pense comme le système, on est bouffé. Et il faut avoir, je le dis, parce qu'il le disait comme ça, et les couilles et ses couilles sur le fil du rasoir. Ça permet d'avancer. Voilà. Maintenant, parlons du livre de De Stéphane Tapie, effectivement. Es-tu sûr qu'il a employé le mot couille? Parce que c'était très rare. Oui, tu as raison. Je sais pas, ça lui est sorti comme ça. Les burnes, peut-être, non? Les burnes. Sévèrement burné. André Berkoff, Stéphane. Tu sais d'où ça vient cet ex... Non, vient d'où sévèrement si, burné? En fait, c'est les Guignols qui l'ont sorti sévèrement burné. D'accord. Mais ça vient d'où? C'est comment il s'appelle l'auteur? Gassio. Gassio, voilà. Gassio. Un des auteurs Bruno Gassio, oui. Des Guignols avait dit qu'il avait regardé un jour, quand il était jeune, l'émission Gym Tonic. Oui, Et je sais pas si tu te souviens. Véronique et Davina. Ah oui, il était moulé dans sa... Il était un peu moulé, les machins. Et Gassio avait dit, putain, le mec est sévèrement burné quand même. Je savais pas que ça venait de là. Ouais. C'est venu de là. Et oui, Bernard Tapie, l'homme qui a fait rêver les Français. Eh bien, Stéphane Tapie est avec nous sur Sud Radio jusqu'à 14h. Il sort un livre poignant aux éditions Michel Lafon. Comment te dire au revoir? À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bernard Tapie, qui était effectivement de la race des conquérants, de l'impossibilité, un Rocky Balboa. Il ne savait ni renoncer, ni jeter l'éponge. Même malade, il n'a jamais envisagé le chaos, André Berkoff, ou alors pour mieux se relever. C'est ce qu'écrit son fils Stéphane Tapie en couverture d'un livre très poignant qu'il vient de publier chez Michel Lafon. Comment te dire au revoir? Alors bonjour à vous Stéphane et merci d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à 14h. Comment allez-vous depuis la mort de votre papa? Franchement, très bien. Très bien, parce que les vrais amis sont restés, que ceux qu'on savait qui allaient partir, ils sont partis naturellement, et que mes enfants vont bien. Enfin voilà, moi tout va bien. Tout va bien. Et comment te dire au revoir? Il n'y a pas ni de point d'interrogation, ni de point de suspension, ni de point d'exclamation. Parce que au final, ça deviendrait psychopathe presque d'essayer de lui dire au revoir. Parce que c'est impossible. Impossible parce que tous les jours, je rencontre des gens qui me témoignent leur affection, leur amour, ou une anecdote. Donc ça deviendrait schizophrène si je voulais vraiment, comme on dit, tuer le père et faire le deuil. C'est impossible. Oui. Et ça justement, le fait que vous rencontrez effectivement tous les jours, dès que vous sortez dans la rue, vous l'expliquez bien, vous le racontez ainsi dans votre livre, dès que vous sortez dans la rue, les gens sont adorables, sont gentils, mais à chaque fois effectivement, ils vous ramènent à la mort de votre papa et vous dites ceci: je n'ose plus sortir de chez moi, je reste muré avec mes tourments. Oui, avec mes... Ouais. Oui, je suis resté les 3 premiers mois muré chez moi parce que c'était
voilà, c'était 10 fois par jour, on me ramenait à la mort. Et là, c'est soit on se relève et on se dit stop, parce que je veux pas faire le deuil. Je veux pas faire le deuil parce que ça sert à rien, j'y arriverai pas. Je vais finir en asile. Ou alors on se dit bon, on va accepter ce plein d'amour et le transformer en positif. Et c'est ce que j'ai décidé de faire parce que voilà, c'était quelqu'un que vous l'avez dit depuis tout à l'heure, il laissait pas indifférent. Donc il y avait ceux qui l'aiment pas aujourd'hui viennent pas me voir en me disant je ne pouvais pas le blairer. Il y a que ceux qui l'aiment qui viennent me voir. Il y a que ceux qui l'aimaient, donc ça tombe plutôt bien. Mais voilà, je suis resté 3 mois chez moi à essayer de trouver une solution que j'avais déjà pas trouvée à l'époque pour quand j'ai perdu ma maman, que j'ai jamais réussi à faire le deuil. Donc je me suis dit attends, là si en plus je me mets à essayer de faire un double deuil avec quelqu'un qui est en permanence dans la lumière, même encore aujourd'hui, non. Je vais devenir schizophrène et je vais finir en asile. Et oui, et ce qui est bouleversant, alors dans le livre, vous racontez effectivement que vous avez passé les 5 derniers mois de sa vie à ses côtés, et en vous lisant, on comprend que ce sont les plus beaux souvenirs que vous avez avec votre papa, que vous n'appelez pas papa dans votre livre, vous l'appelez Tapi. Ouais, alors c'est pas les plus beaux, ce sont les seuls souvenirs que j'ai créés avec mon père. Voilà, des vrais souvenirs. Pourquoi les seuls? Parce que, on va se tutoyer, hein, André. À la maison, c'est tonton André. Donc, parce que tu sais que au réveil, il était Tapi jusqu'au coucher. C'est vrai. Tu vois, c'était un personnage. Il a toujours été. Ouais. Et c'est même pas un personnage, c'est une carapace, un masque, une autodéfense. Une autodéfense, effectivement. Ouais. Donc je l'ai connu. Je n'ai connu que ça. Je n'ai connu que ça pendant 50 ans de ma vie. Même en comité ultra réduit, que ce soit en famille ou avec les amis très proches comme André, c'était il y avait ce masque de super-héros. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais comporté, vous le dites, en papa normal, c'est ça, dans la vie? Non, parce que c'était quelqu'un qui ne baissait jamais la garde, parce que quand il la baissait, à chaque fois il prenait un coup. Et je pense que c'était ancré tellement en lui que même en famille, il ne baissait pas la garde. C'est-à-dire que Tapi passait avant ses enfants, en quelque sorte. Il n'avait pas le choix. Ah oui, à ce point-là. Il n'avait pas le choix. Dès qu'il devenait un peu humain, je vais être très honnête, la seule fois où j'ai vu mon père humain, vraiment humain et investi, c'est quand il est devenu ministre de la ville. Je l'ai vu métamorphoser. Et j'ai vu en lui ce gamin dont il avait parlé à la radio, ce gamin des Bourget, ce gamin des cités, ce gamin le fils du chauffagiste, exactement. etc. C'est le seul moment où je l'ai trouvé, mais d'une honnêteté, d'une sincérité, et qu'est-ce qu'il en a pris dans la gueule. Et je pense que depuis ce temps-là, il a plus jamais baissé la garde. Mmh. Et juste, Stéphane, je sais que on va en reparler, mais juste pour vous, parlons avant tout cela. Est-ce que c'est une question qu'on pose, enfin, est-ce que c'est difficile d'être le fils d'un homme qui est tout le temps sous les feux de la rampe, que ce soit célèbre, etc. Est-ce que c'est compliqué? Franchement, ça peut. Ouais. Pour moi, ça l'a pas été, mais ça peut le devenir si on le prend comme un défi à essayer. Il y a une phrase qui me compose souvent, c'est une question, pardon. C'est est-ce que c'est dur de se faire un prénom? Mais ça sert à rien de se faire un prénom. Ouais. On est déjà quelqu'un. On est notre histoire est faite de notre papa, de notre maman, de nos grands-parents. Enfin, se faire un prénom, ça veut rien dire. Exister dans l'ombre de Tapi, mais ça veut rien dire tout ça. On existe de toute façon. On est un être à part entière. On n'a pas besoin d'exister dans l'ombre, ou d'exister autrement, ou d'exister pareillement. On existe de toute façon. Donc, est-ce que c'était dur d'être le fils de mon père? Pas du tout. Pas du tout, parce que encore une fois, j'ai beaucoup connu Tapi, mais Tapi, je l'ai trouvé génial sur plein de choses. Mmh. Je l'ai trouvé extraordinaire sur plein de choses, sur Marseille, sur le vélo, sur la politique, je l'ai trouvé extraordinaire. Mais vous n'étiez pas fan de votre père comme l'était votre frère Laurent, vous le dites, vous l'écrivez dans votre livre. Mais oui, vous n'étiez pas fan de l'homme d'affaires. Non, moi mes héros c'était Ayrton Senna, c'est Al Pacino, enfin voilà. Je peux pas être fan de mon père, c'est impossible. Et je peux même pas être fan de Tapi entrepreneur.
Enfin voilà, c'est pas dans mes gènes. C'était les sportifs ou les héros de cinéma ou les les Rocky Balboa par exemple. Oui, c'est pour ça que j'ai fait cette référence. Rocky, voilà, c'était c'était un vrai héros. Ouais. Alors effectivement, on parlait de Tapi Papa, effectivement, ça a été une enfance quand même difficile pour vous. C'est un passage bouleversant dans votre livre. Vous racontez, vous parliez surtout de votre maman. Vous étiez amoureux d'elle. Je suis toujours amoureux. Et vous l'êtes toujours, effectivement. Vous dites c'est l'amour de ma vie. Que c'est la femme de votre vie. Mais effectivement, vous racontez que vous lui en voulez de vous avoir fait souffrir, enfant. Vous dites ceci: elle n'a pas réussi à terrasser un mal qui nous détruisait, un mal qui l'a rongé, l'alcoolisme. Son alcoolisme l'a détruit, et enfant, il vous a détruit aussi, Stéphane. Je trouve que c'est bien que vous en parliez dans ce livre, parce que l'alcoolisme aujourd'hui, c'est un sujet tabou, André Berkoff, et personne n'en parle comme vous en parlez aujourd'hui dans votre livre. De toute façon, on ne peut pas en parler si on ne l'a pas vécu. L'alcoolisme, c'est pas un vice, c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie, et depuis très peu de temps, il se penche vraiment sur le pourquoi, et non pas le comment on le règle. Et les malades, quand ils avouent, et ma maman, je l'ai mis dans le livre, à un moment donné, elle m'appelle et me dit, parce qu'elle a fait énormément de cures de désintoxication. C'est une drogue? C'est comme les drogués? Pour vous? Non, parce qu'un drogué, le drogué, il a cette espèce d'interdit qui le titille aussi. L'alcoolisme, non, je pense que c'est un refuge. C'est vraiment, oui, c'est un refuge. Et quand elle me dit, je vais refaire une cure, j'ai dit bon, une énième. Elle me dit non, mon fils, je suis malade. Et à partir de ce moment-là, j'en ai parlé avec un ami qui était psychiatre. Il m'a dit, écoute, elle a fait 80% du chemin. Elle a enfin identifié qu'elle était malade. Alors, je lui en veux à elle? Non, pas du tout. Je lui en veux pas à elle. C'est que j'en veux à cette maladie de nous avoir pourri notre relation et mon enfance par la même occasion, puisque moi j'étais son seul garçon, donc je devais rester auprès d'elle. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je voyais jamais mon père, puisqu'il venait me chercher, mais je me sentais investi de rester avec elle jusqu'à l'âge de mes 12-13 ans. Eh oui, parce qu'effectivement, il faut le préciser, vos parents ont divorcé, vous aviez l'âge de 6 mois. Et justement, à ce propos, vous racontez ceci, et vous dites, quand Tapi arrivait, un week-end sur 2, pour nous chercher, ma sœur et moi, je refusais de le suivre. Ouais. Il était comme un étranger pour moi. Oui, enfin, c'était un étranger, puisque je le voyais pas, donc je le connaissais pas. Oui, c'était un étranger. Et puis encore une fois, il fallait que je protège ma maman, il fallait que je sois là. Très tôt, j'ai compris qu'elle était alcoolique. Nathalie, vous aviez quelle différence d'âge entre Nathalie et toi? 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Vous en parliez, parce que ça a été, vous le racontez, ce que vous racontez, votre enfance, ça a été un calvaire, un enfer. Vous en parliez pas avec votre père? Non, j'en parlais pas avec lui, parce que, c'est tabou, c'est super tabou, l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est ultra tabou dans les familles. Il y a plein de familles qui en parlent pas et qui en parleront peut-être jamais, ou qui attendront le décès de cette personne pour pouvoir enfin mettre des mots dessus. Et alors que c'est au contraire, il faut en parler, il faut pas hésiter à en parler. C'est pas comme la violence. Vous voyez, la violence, c'est un autre tabou dans les familles, mais c'est interdit. Et c'est hors la loi. L'alcoolisme, c'est on devient alcoolique, on devient malade sans le savoir au départ. Et c'est très dur de s'en sortir. Très, très, très dur. Et votre mère s'en est sortie ou pas du tout? Au moment où elle s'en sort, elle attrape une leucémie. Donc, le moment qui était le démarrage d'une nouvelle vie, puisque quand elle va dans cette cure, elle décide enfin de se prendre en main médicalement, et non pas par des cachetons à s'abrutir et autres. Et ils lui font toute une batterie d'examens et ils s'aperçoivent qu'elle a une leucémie. Donc, au moment où on devait redémarrer une nouvelle vie, il y en a encore une plus catastrophique qui s'annonce. Ah oui. Et voilà. vous, comment vous vous êtes reconstruit? Parce qu'on ne sort pas indemne d'une enfance aussi meurtrie. Non, on sort pas indemne. On se reconstruit en se disant que c'est grâce à ça ou à cause de ça qu'on est devenu ce qu'on est devenu.
Donc on s'accroche, et puis de toute façon tu peux pas revenir en arrière et effacer. C'est pas un film où tu rembobines et que tu effaces une partie et que tu coupes des scènes. Donc tu vis avec, et puis tu apprends à faire de tes faiblesses des forces. Eh oui. Le cancer, au départ, votre père, Bernard Tapie, il était persuadé de s'en sortir. Ah oui. Mais jusqu'au bout. Incroyable. Et puis André le sait, jusqu'au bout. Et puis tous on y a cru, parce que c'est finalement quelqu'un qui a tout vaincu. Donc on y a tous cru. On lui a tous, peut-être inconsciemment, mis dans la tête que ça aussi, il allait le battre. C'est très drôle, Stéphane, parce que... Enfin, drôle. Je veux dire, moi, je me rappelle très bien qu'il m'a envoyé, quand il a eu les premières... tu sais... Il t'a envoyé la photo aussi? L'agression. Oui, la photo. Non, mais non. Le premier truc du cancer, ça n'a rien à voir avec l'agression. L'agression, c'est beaucoup plus tard, quand il a commencé à avoir... Oui, ça a commencé avec un petit truc sur la tête. Une série de photos. Je me rappelle, une série de photos. On a reçu le même jour. Oui, sûrement. Et il me dit, tu diras à tous les cons que je m'en suis sorti, c'est fini. Ouais, j'ai juste un petit truc au visage. Je me rappelle, et la première des choses qu'il disait, voilà, ces gens qui croient que je suis fini, je suis pas du tout fini. Tu vois. Exactement. Il a envoyé les photos. Non, mais ça, c'était son grand truc, ça. Il adorait faire ça avec deux, trois potes à lui, mais vraiment très proches. Et moi, et sûrement mes frères et sœurs aussi. À chaque fois qu'il sortait d'une opération, il faisait photographier la cicatrice et nous l'envoyait en photo. Et il disait, bon, ça ferait une petite trace. Alors que le truc, c'était une balafre, mais je te dis pas. Ah oui, c'est incroyable. Et nous, on reçoit ça, on fait, ah ouais, quand même. Et je l'ai encore, la photo, là. Et oui, et vous racontez qu'il a gardé toute sa tête jusqu'à la fin. Une semaine avant sa mort, il était encore dans les négociations de la Provence. Oui, bien sûr. Ah ouais. Mais sa tête, de toute façon, il l'a gardée jusqu'au bout. Il était rentré dans un processus de refus catégorique d'antidouleur, notamment de la morphine. Ah oui, il le refusait. Ah, mais tu le sais, il le refusait complètement. Et ça a commencé à la première très grosse opération qu'il a eue, quand il a eu au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Il devait rester 5 jours en réanimation. Et comme tous les gens qui rentrent en réanimation, ils ont une pompe à insuline et puis ils appuient sur le petit stick dès qu'ils ont une grosse douleur. Et lui, quand il avait mal, il appuyait pas. Quand il avait très mal, il appuyait pas. Et quand il avait très très mal, il se mettait un petit coup d'antidouleur. Et ça lui a permis de sortir au bout de 2 jours et non pas au bout de 5 jours de réanimation. Et depuis ce jour-là, il s'est dit, la morphine, c'est sans moi. Et il a fait tout son cancer sans morphine. La seule chose qu'il acceptait sur la fin, sur le début de l'été jusqu'à la fin, ça a été les patchs de morphine. Ah oui. Mais la pompe à morphine, il l'a toujours refusée. Ah oui. Quels ont été ses derniers mots pour vous, pour sa famille et surtout pour ses 9 petits-enfants? Un jour, un dimanche, vous les avez réunis autour de lui dans sa chambre. Je sais pas. J'ai fait exprès que ça soit un moment intime avec lui, qui se crée un souvenir aussi avec eux, et eux surtout qui s'en créent avec lui, parce que c'était la première fois où je voulais réunir ses petits-enfants et son arrière-petit-fils. Je voulais qu'il soit seul avec lui dans une pièce. Ah, il n'y avait que les petits-enfants. Il n'y avait que les petits-enfants et son arrière-petit-fils. Et j'ai voulu aucun adulte. Et là, j'ai vu tous les enfants sortir avec à la fois des larmes et à la fois une banane. Donc, tu sais ce qu'il procurait. Donc, et j'ai essayé de savoir par mes enfants ce qu'ils se sont dit. Ils m'ont dit non, il nous a fait jurer de ne pas le dire. Ah, et vous je vos pense, derniers en fait, mots avec ce que je voulais surtout, c'est qu'il y ait, ce qu'il n'avait jamais fait avec nous, c'est qu'il y ait de la transmission. C'était pas quelqu'un de transmission. Et là, je voulais qu'il leur transmette des choses. Les clés de la vie, vous dites dans votre livre. Oui, les clés de la vie, bien sûr. Les clés de la vie, les choses les plus importantes de la vie. Apprendre à relativiser dans la vie et les faire grandir. En tout cas, dans votre livre, Stéphane Tapie, on l'a dit tout à l'heure avec André Berkoff, être fils de... C'est pas facile tous les jours, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas dur, mais vous racontez quand même dans votre livre que vous avez payé quand même le fait d'être son fils, et que ces affaires vous ont éclaboussé, vous et votre famille. Alors quels ont été les dommages collatéraux? Vous
consacré un chapitre effectivement à ce sujet. Comment ils ont aussi tué Tapie? Ça a été le thème d'un de vos livres sur Bernard Tapie. On va en parler dans un instant sur Sud Radio, alors à tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bernard Tapie surprend en faisant ce duo avec Doc Gynéco, André Que j'avais Berkoff. chanté après avec lui. Ah oui. ouais, chez Drucker. Ah, génial. J'avais fait Gynéco. Les dreadlocks en moins, mais on l'avait repris ensemble. Ah, extraordinaire. Ouais. Alors, un an avant, en 1997, eh bien, il faut le rappeler, il avait été incarcéré suite à une condamnation à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme dans l'affaire OMVA. Stéphane Tapie, vous n'avez jamais dit à votre père pourquoi vous n'avez jamais été le voir à la santé. Il vous en a voulu. C'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, mais je lui avais pas dit au départ, et un jour, on en a parlé brièvement et je lui ai dit si. Je pense que c'est. En fait, lui m'a lancé sur comment il a extrêmement mal vécu le fait que ce soit pas moi qui l'accompagne, parce qu'il était ravi que ce soit moi qui l'accompagne au Quai des Orfèvres, mais il a extrêmement mal vécu. En fait, pour resituer le contexte, c'est simple. Il s'était préparé, il avait aménagé chez lui, dans une cave, une cellule. Impressionnant. Oui, il s'était entraîné à la prison 2 à 3 heures par jour. À être enfermé, sans téléphone, dans des conditions carcérales. Donc, comme tout le reste, il s'était entraîné à le faire. Et vous dites que s'il ne l'avait pas fait, il se serait flingué. Il se serait flingué, ça c'est sûr. Et il s'était préparé à tout. Bon, et le moment d'y aller, c'était compliqué, parce qu'il ne voulait absolument pas donner une seule image aux journalistes de lui avec des menottes. Et donc, s'est posé naturellement la question, comment je vais aller qu'il y a des orfèvres, avec les flics, il n'en est pas question, parce que là, ils sont obligés de lui mettre les menottes, avec des voitures banalisées, bref, tout le monde s'est posé 1 milliard de questions. Moi, ça faisait 3-4 fois dans la journée que je faisais l'aller-retour, donc entre chez lui et ailleurs. Donc les journalistes n'ont pas été surpris de me voir faire des allers-retours comme ça. Et la réponse a été simple, je vais te mettre dans le coffre de ma voiture et puis on va y aller ensemble. Donc je le mets dans le coffre de ma voiture, on fait partir des voitures banalisées à droite à gauche, une ambulance, machin, tous les photographes, ils les suivent eux. Moi, je sors au milieu de tout ça, personne ne me suit. Forcément, je suis rentré 10 fois dans la journée, je suis reparti 10 fois, donc je n'éveille pas le soupçon. Et puis après, 1 kilomètre après, je sors du coffre, il vient, il se met à côté de moi, et puis là, on bourlingue pendant une petite demi-heure dans Paris, en voiture, il respire de l'air, on parle, et puis oui, à un moment donné, je suis porte d'Orléans, et je vois un panneau. Lyon. Avec écrit Lyon. Et je te jure, c'est véridique. Je me dis, putain, Lyon, Lyon, Marseille, la Corse, le Maquis, terminé. On ne le retrouvera plus. En cavale. Et ça, mais je te jure que je... T'as vraiment pensé ça? Je ne pensais qu'à ça, pendant 5 minutes. Et vous lui avez dit à votre père? Bien après, moi, j'ai dit, mais t'es un grand malade, toi, il m'aurait retrouvé tout de suite. Et puis là, ils vous auraient tous emmené, ils vous auraient tous mis en prison tout de suite. Mais, donc voilà, donc j'arrive qu'il y a des orfèvres. Les photographes ne prêtent pas attention à moi, comme d'habitude. Et je rentre dans la cour de Quai des Orfèvres, et là, au lieu de pouvoir ressortir, se met en place le camion carcéral. Et je dis à son avocat, il faut que je sorte. Et son avocat me dit, non, c'est fini, là, ils ont mis le camion, donc tu peux plus sortir, il faut que tu partes après lui. Et là, je suis en train de le chercher du regard, et lui me voit dans la cour. Et il passe de bureau en bureau en haut, et il me voit dans la cour, et après, il le dira dans un livre, ça a été la chose la plus horrible pour lui, c'est de passer devant moi avec les pinces et de rentrer dans le camion. Oui, parce qu'en fait, vous dites qu'il s'était préparé à tout, sauf à voir son fils le voir rentrer dans ce fourgon. Avec les pinces. Avec les pinces, ouais. Vous, comment avez-vous vécu cet instant? Lunaire. Ah oui. Mais lunaire. C'est lunaire, tu te prépares à tout sauf à ça. Et en même temps, avec beaucoup de pudeur, parce qu'on se dit, bon, toi t'as vu ça, mais lui il va le vivre.
Donc j'ai essayé un peu de relativiser, mais c'est vrai que j'ai beaucoup culpabilisé, beaucoup. Et oui, vous dites effectivement ce jour-là, donc on le rappelle, c'était le 3 février 97. Depuis, vous culpabilisez de l'avoir livré aux flics. Ah ouais, pour moi, j'étais une balance. Oui, mais tu n'as pas livré aux flics. Si, il est parti de ma voiture, il est rentré dans le commissariat, au quai des Orfèvres, il est reparti avec les pinces. Oui, mais il était obligé de toute façon de se constituer prisonnier ce jour-là, il n'avait plus le choix. Ouais, mais je l'ai... Non, mais je comprends, c'est de la part de Stéphane. Quoi. Bien sûr. C'est pour moi, je l'ai balancé, enfin je l'ai amené, quoi. Ah ouais. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé, 4-5 fois devant la prison de la Santé et que j'ai pas pu rentrer. Et j'ai pas pu rentrer, c'était impossible. Parce que j'avais encore cette image de moi le livrant à la police. Ah oui. Et puis vous le dites effectivement dans votre livre, vous vouliez conserver surtout l'image du tapis flamboyant, pas celle du tapis déchu. Oui, mais flamboyant, flamboyant à mes yeux, pas flamboyant au niveau de la société, flamboyant à mes yeux. Pas au niveau du flambeur. Voilà. C'était, je voulais pas qu'il voie une deuxième fois dans mon regard presque de la déception. Ah, c'est ça, oui. Alors revenons à l'affaire OMVA qui a éclaté, donc vous aviez 24 ans. Pour vous, tout va bien. Stéphane Tapie, vous êtes à l'époque animateur, producteur sur TF1, mais très vite, vous allez en payer quand même les pots cassés. Ouais. Il y a un gentil monsieur qui m'appelle et qui me fait venir dans son bureau, qui me dit, voilà, ton émission, elle est formidable, ça marche très très bien. J'ai dit, ok, le mai, il est où ? Il me dit, non, mais il va falloir qu'on te protège. Il dit, me protéger de quoi ? Non, mais tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, il faut qu'on te protège en te mettant en retrait de l'antenne. Et je lui dis, tu sais, je t'en veux d'une chose, c'est de me prendre pour un con. Parce que je préférais que tu me dises, vis-à-vis de la chaîne, c'est pas bien. Et là, je te comprends. Mais que toi, tu te positionnes comme le mec qui va me protéger, j'ai juste envie de me lever et de t'en coller une. Je suis ton ami et c'est ça. Voilà. Je suis ton ami, attends, bouge pas, retourne-toi un peu. Tu vois ? Et au final, vous dites avoir été salement viré par TF1. Ah non, j'ai même pas été viré. À l'époque, ils ont même été assez cons pour me donner un salaire pour fermer ma gueule. Et comme j'étais jeune, je dis, vous êtes assez cons, je vais le faire, je vais le prendre. Et je vais fermer ma gueule. Ah oui. Mais par la suite, vous dites avoir été viré de TF1. Ouais, mais ça c'est bien après. C'était sur la deuxième couche. Ah d'accord, ok. Mais ça c'est. Il y a eu deux couches, tu sais. Ah, oui, non, juste Stéphane, c'est au début de l'affaire. C'est à quel moment de l'affaire OMVA T'es en 95, voilà. Ouais. Donc c'est au moment où la sanction de la prison tombe. D'accord. Ah oui. C'est pas au début de l'affaire OMVA, non, c'est au moment de la sanction. Ah oui. Moment de la sanction. Et les sanctions, vous les avez aussi payées parce qu'effectivement, par la suite, après donc cet épisode TF1, vous créez une société et vous êtes à un moment en quête de sponsors et de partenaires. Et là, vous dites, d'investisseurs. Et là, vous dites 80% des gens me recevaient simplement par curiosité. Ils voulaient des nouvelles fraîches de tapis, mais en fait, jamais aucun ne vous a suivi. J'en avais un très gros, très gros, et puis je sentais qu'il commençait un peu à se débiner. C'était juste pendant le moment où, tu sais, il a fait... c'est le seul mec en France à avoir fait 72 heures de garde à vue. Tu te souviens ? Les 72 heures de garde à vue qu'il a fait sur normalement, c'est réservé aux terroristes, ça, tu sais ? Oui. Voilà, et lui, c'était le seul à avoir fait ça. Et mon investisseur commençait un peu à se débiner, donc j'en cherchais d'autres. Et j'avais mandaté mon avocat, et c'est vrai qu'il me faisait rencontrer des gens, mais qui étaient super sérieux, quoi, dans le milieu du business. Et en fait, au bout de 5 minutes, je m'apercevais qu'il voulait des nouvelles fraîches, quoi. Il cherchait que à avoir de l'info, et ça faisait partie après des puisque j'ai même l'associé de mon avocat qui se retrouve dans un dîner un jour. Il sait pas que le dîner, enfin la personne qui organise le dîner ne sait pas que c'est l'associé de mon avocat, et le mec dit j'ai rencontré Stéphane Tapie cette semaine pour investir dans sa société. Il m'a donné une nouvelle fraîche, je vais tout vous raconter.
Et alors, je lui avais rien dit. Mais voilà, comme dirait l'autre, ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho. Eh oui. Mais conversation de dîner, oui, bien sûr. Et oui, vous dites que effectivement, tous ces gens-là, en fait, étaient persuadés que vous étiez riche. Vous dites quand on est un fils de riche, pour ces gens-là, on est obligatoirement riche, raison pour laquelle les sponsors ne venaient pas, effectivement, dans votre entreprise, ne vous suivaient pas, du moins. Oui, parce qu'au-delà du projet, il me disait, mais combien vous apportez? Je dis, déjà, ça fait 3 ans que je suis sûr que la boîte allait monter, il y a déjà un chiffre, il y a déjà des résultats. Voilà ce que j'apporte. Ça a été 3 ans de travail. Avec quelques investissements. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous voulez venir vous accrocher en tant qu'investisseur, non pas sponsor, j'aime pas le mot sponsor, c'est investisseur. Ouais. Et non, forcément, comme j'étais Stéphane Tapie, j'avais forcément du blé, c'était évident. Ah oui. Du magot, oui, ça. Oui. Et à ce propos, vous écrivez ceci: quand on est un fils de riche, on n'a pas le droit d'exister. Les gens se disent, on se tape le père, on va pas se taper ses gosses en plus. Nous sommes de sales petits Richards, de sales petits cons. Alors il y a ceux qui étaient et restent persuadés que Tapie était une raclure et que j'en suis une aussi puisque je suis son fils. Ouais. C'est incroyable, Stéphane. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, André, comme il était son ami, on l'a souvent traité de raclure, parce que forcément, comme il est ami avec lui et qu'on pensait que lui c'était une raclure. Non, moi c'était. D'ailleurs, je vais te dire, c'est pas ça. C'est qu'il disait, mais comment toi tu peux être pote avec Tapie? Et je vais te dire, et Tapie là-dessus, moi je rappelle toujours quelque chose qu'on peut penser. Ça aussi, c'est un souvenir, mais j'adore. Tu as dû l'entendre 10 fois parce que il disait, vous savez, quelqu'un, on parle de Tapie, il dit, mais Tapie, vous savez que faut pas attention, il est impliqué dans un vol de voiture. Alors lui dit, ah bon? Tapie est oui, il dit, on ne sait pas si il a volé une voiture ou on lui a volé sa voiture, exactement. Mais en tout cas, il est impliqué dans un vol de voiture. C'est exactement ça. C'est formidable, parce que c'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est ça. Quels que soient les... Alors là, oui, mais donc, tu es coupable, quelque part. Ah bah, tu es impliqué. Ouais, c'est ça. Voilà, Stéphane, est-ce que vous avez souffert, effectivement, des déchaînements de haine envers votre père? Oui, de l'injustice. Ouais. Les déchaînements de haine, ils peuvent être compris en fonction de ce que les gens ont eu comme info. Mais il y a eu des informations qui ont circulé sur lui, mais qui étaient d'une injustice absolue. Quelqu'un qui s'enrichit sur le dos des autres. Mais au secours, quoi. S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas fait ça, c'est bien lui. Il a récupéré effectivement des sociétés qui étaient vraiment en très 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 grande difficulté. Et il a effectivement fait quelques coupes de personnel, mais c'était des sociétés où de toute façon, s'il faisait pas ça, elles crevaient. La preuve, et ça il l'a toujours donné en exemple. Aujourd'hui, vous tapez Tapie et il y a énormément de gens qui pensent que c'est lui qui a racheté et coulé Manu France. Tu te souviens de ça? Tout le monde pensait que c'était lui qui avait racheté et coulé Manu France. Simplement, en regardant un peu plus, et c'est l'avantage d'Internet, en regardant un peu plus dans les pages, on tombe sur le journal télévisé de France 3 de l'époque, où ils interviewent Bernard Tapie, ils lui disent, voilà, aujourd'hui, pourquoi est-ce que aujourd'hui Manu France est mort? Pourquoi vous ne l'avez pas racheté? Il a dit, parce qu'ils n'ont pas voulu que je le rachète. Moi, j'avais fait un plan de restructuration pour sauver l'entreprise. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui allaient se retrouver sur le carreau. Mais au lieu de 200, là, c'est 2500 qui se sont retrouvés sur le carreau. Moi, j'avais proposé un départ de 200 personnes. Et c'est le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, quand on rachète des sociétés qui vont pas bien, on essaie d'identifier pourquoi ça va pas bien déjà. Et après, il faut faire des économies. Et les économies... quand on paye pas soi-même. Alors la première chose qu'il faisait, et ça je vais vous donner, et moi je l'ai vécu avec lui à la Provence. La première chose qu'il faisait quand il reprenait une société, c'est qu'il virait d'abord tous les grands patrons de la société, parce qu'il estimait que si la société en était arrivée là, c'est que les patrons n'avaient pas été bons. Donc et avant de virer les patrons, enfin les boss, ouais. Voilà. Avant de commencer à faire des coupes dans le personnel, la première coupe qu'il faisait, c'était toujours les boss. Et je l'ai vu à la Provence. Hein. Il a, le dernier étage, il l'avait cisaillé. Donc, après, oui, effectivement, il y avait des plans de restructuration qui étaient nécessaires aux entreprises. Sinon, elles crevaient, et avec tous les salariés, pas une infime partie. Malheureusement, elle existait, cette infime partie. Et c'est effectivement très injuste pour cette infime partie, mais elle était nécessaire.
Oui. En tout cas, Bernard Tapie a été toute sa vie André Berkoff en quête de l'impossible. Quand il a repris l'OM en 86, c'était un sacré challenge, s'agissant du cyclisme de même. Et l'histoire du Phocéa est incroyable. Vous la racontez dans votre livre, Stéphane Tapie. Votre père avait quand même un sacré goût du challenge. Quand il le rachète, c'est une épave. 4 ans après, eh bien, il remporte avec ce bateau la transatlantique. Vous nous raconterez tout dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Berkoff. Alors Stéphane Tapie, votre père, admirait effectivement ce grand navigateur Alain Colas. Il a racheté à sa veuve son bateau qui avait été une merveille de technologie, le plus grand voilier du monde. Alors quand il l'acquiert, Bernard Tapie, c'est un tas de rouille, dites-vous dans votre livre. Mais ça ne l'a pas découragé, c'est ça? Ah non, mais il n'y a que lui qui a vu en cette espèce de... Ouais, de tas. Il n'y a que lui qui a vu ce que ça allait pouvoir redevenir. Parce que il y a 2 idées en lui. Il y a déjà cette admiration pour Alain Colas, et l'admiration évidemment pour Marseille. Et donc il s'est dit, je vais pouvoir réunir les deux. Je vais refaire venir le bateau d'Alain Colas, qui était à l'époque à Tahiti, mais même plus il était en cale, ce qu'on appelle, il était même plus dans l'eau. C'était, il était en train de se négocier au prix de la rouille, pour dire dans quel état il était. Et il s'est dit, je vais refaire faire au chantier naval à Marseille. Donc ça permettait de redonner du travail à Marseille et de relancer l'économie du chantier naval. Et donc il en parle avec Gaston Defferre à l'époque. Gaston est ravi. Il dit, mais bien sûr, au contraire, c'est génial, machin. Faisons ça en grande pompe, quoi. Qui était maire de Marseille à l'époque. Il était maire de Marseille, bien sûr. Et je me souviendrai de toute ma vie. Monsieur le maire avait fait un truc extraordinaire avec les majorettes, avec la fanfare et tout. Et puis, bon, on attend un peu le bateau. Et puis là, on entend un pop, 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 pop. Et là, tu vois cette espèce de tas de merde qui arrive, qui est tiré, qui a un Algeco dessus, où les mecs ils ont dû faire la traversée avec un Algeco et des remorqueurs. Et là, je me souviendrai toute ma vie de la tête. Mon père était super fier. C'est mon bateau. Et la tête de Gaston Defferre qui dit, vous êtes sûr qu'il va naviguer un jour? Mais vous allez voir, non seulement il va naviguer, mais je vais battre des records avec ce bateau. Oui, c'est incroyable. Et c'était la transatlantique. Mais un tas de boue. Incroyable. Et oui, en voyant effectivement, et cette scène, vous la décrivez magnifiquement dans votre livre. Elle était lunaire. L'arrivée dans le port de Marseille, il faut lire le livre de Stéphane Tapie. Alors effectivement, vous le dites, en 88, il remporte la transatlantique. Il la fera en 4 jours de moins que le record de Charlie Barr en 1905. Alors vous le dites, il n'a toujours pas été rebattu depuis. Incroyable. Alors vous dites effectivement, Tapie aurait pu rester chez lui, voir la course de loin et tout. Ah bah non, il a été carrément à la barre. Non, au début il a mis un costume pour partir de New York. Et puis au bout de 2 heures, il a enlevé le costume et puis voilà, il a mis le bleu de chauffe. Et puis c'est vrai que pendant la traversée, il y a un moment donné où ça commence vraiment à taper très très fort, et que le commandant lui dit bon monsieur, on va taper un peu plus au nord pour essayer d'aller se mettre un peu plus à l'abri. Et il dit oui, mais si on va tout droit, il se passe quoi? Bah si on va tout droit, il y a un peu de tempête quand même. Il dit oui, mais si on passe la tempête, ah bah oui, là c'est sûr que le record on le pulvérise. Eh ben on va tout droit. Non, on peut pas, je suis le commandant. Ah bah écoute, t'es plus commandant. Ah oui, c'est ça. Et il a dit au second, ça t'intéresse d'aller tout droit? Oui. Bah voilà, t'es commandant. Au risque de sa vie et de celle Carrément. de tout l'équipage. C'était hyper dangereux. Oui, c'était dangereux. Ah ouais. Mais Tu donnes l'exemple, puisqu'il voilà. est dedans. Il aurait dit ça de l'autre côté, il serait pas là. On aurait dit quel salaud, il envoie ses mecs à la mort. Là, Il était fascinant, Tapie. Sa détermination, son obstination, sa faculté aussi d'encaisser les coups et de rebondir sur tout, ça a toujours fasciné les gens. Il n'avait pas peur des embûches. Mais non, mais surtout qu'elle ne le touchait pas. Incroyable. Ah oui. Ça lui passait, mais comme un paix sur une toile cirée, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Les embûches ne l'ont vraiment pas marqué. Ça n'a été qu'un moyen de rebondir, encore une fois. Et il s'en est toujours servi comme une force. Et Stéphane, toi qui as été, qui est son fils,
si on prend un peu de distance, et si on de la veut être lune. un peu, est-ce qu'on peut dire, ce qui d'ailleurs c'est glorieux plutôt qu'autre chose, est-ce qu'on peut dire de Bernard Tapie, si on regarde, je ne parle pas de l'homme, là je parle des réalisations, je parle de tout d'ailleurs. Est-ce que quand, à la fin de sa vie, Simon Bolivar, le grand Simon Bolivar, quand tu lui demandais alors qu'est-ce que vous avez fait, il dit j'ai labouré la mer. C'est-à-dire, est-ce qu'au bout du compte, on peut se dire quel est le legs de Tapie? C'est-à-dire si aujourd'hui, des choses à dire aux gens qui ne l'ont pas connu ou qui l'ont connu, quel est le legs? Quel est l'héritage par rapport à... Son plus bel héritage? Ouais, Marseille. Marseille. Ouais. Il a fait de cette ville une ville connue et reconnue partout dans le monde grâce au foot. Et il a rendu fierté à cette ville. Et c'est quand même assez paradoxal pour ce môme du Bourget, qui a fait ça dans la ville la plus au sud du Bourget, on va dire. C'est vrai, c'est pas la porte à côté. Et tu sais, tous les derniers temps, mais vraiment ce qui le tenait tellement debout, c'était de voir à chaque fois tous ces gamins qui ne l'avaient même pas connu à cette époque continuer à scander son nom dans le stade. Ça a été pour lui son moteur. Quand il est revenu et qu'il entendait ça. Oui, comment il a réagi quand il a vu toutes ces banderoles sur lesquelles était inscrite ici le boss. Il était en larmes à chaque fois. Ah ouais. Il était en larmes à chaque fois parce que c'est après sa femme, ça a été sa plus grande histoire d'amour. Marseille, vraiment. Ça a été la ville à laquelle il s'est réellement identifié. De par ses origines de la ville et de par l'honnêteté, la franchise des gens de cette ville. Il a regardé tous les matchs jusqu'à la fin. Tout. Il est mort, c'est un dimanche, et il a regardé, il a entendu le samedi le dernier match. Oui. Alors vous évoquez effectivement Dominique. Comment va-t-elle aujourd'hui? Du mieux qu'on puisse aller après avoir perdu l'homme de sa vie. Et voilà, elle est vraiment ruinée, c'est ce qui s'est écrit un peu de partout, dans tous les articles. Oui, avec grande classe d'ailleurs. Oui, elle l'est. Elle l'est, et puis comme ils étaient mariés sous un régime de communauté, elle doit la même chose. Ah oui. Comment vous expliquez en un mot que votre père ne l'ait pas mis à l'abri? En un mot? Oui, parce que... Inconscience. Ah oui. Inconscience, et que nous, ils nous mettent pas à l'abri, je m'en fous. On est des grands garçons, mais mon frère, moi, mes sœurs, on est des adultes. C'est à nous de nous faire. C'est pas... Mais qu'il n'ait pas mis à l'abri... En tout cas, à l'abri des emmerdes. Déjà, avant de la mettre à l'abri tout court, à l'abri des emmerdes, sa femme, c'est la seule chose sur laquelle je lui en veux. Voilà. Parce que vraiment, ça a été la femme qui a fait que Tapie est devenu ce qu'il est. Oui. Sans elle, il n'aurait vraiment pas fait tout ça. Mais pas un centième. Ça a été le rock, Oui, c'était Gibraltar. Le rock, bien sûr. C'était le rock, c'était elle la plus forte des deux. C'était la seule qui l'écoutait, ouais. La plus sensée, la plus réfléchie, c'était elle. Et c'est vraiment la seule chose sur laquelle je lui en veux aujourd'hui. Stéphane Tapie, merci d'être venu sur Sud Radio. Chers auditeurs, surtout lisez ce livre de Stéphane, Comment te dire au revoir, qui est paru donc chez Michel Lafon. Et je rappelle quand même que ce livre, c'est aussi une très belle déclaration d'amour à votre maman. Oui. Alors tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie. Et si la méchanceté, la haine, la violence des adultes s'expliquaient par leur enfance maltraitée, comment évacuer nos pulsions de violence? Réponse dans un instant avec Pierre Lassus, psychothérapeute.